Salut, je suis Mathieu Stéphanie et je vous présente Génération Do It Yourself. L'idée de ce podcast est de décortiquer le succès de sportifs, d'entrepreneurs ou d'artistes. À travers des discussions sans filtre, je cherche à découvrir leur parcours, leurs outils et de comprendre leur mode de pensée et leur organisation. Ce podcast existe grâce à Cosa Vostra. Avec Cosa Vostra, nous conseillons et accompagnons autant des grandes entreprises du luxe du CAC 40 que des startups, des PME très traditionnelles et même quelques entreprises et administrations publiques. Ma plus grande fierté, c'est avant tout la merveilleuse équipe que nous avons constituée. Nous nous arrachons au quotidien pour trouver des talents dans plein de domaines du digital, les meilleurs designers, les meilleurs développeurs ou encore les meilleurs consultants pour accompagner nos clients dans leur croissance et leur innovation. Nous serions ravis d'échanger avec vous autour de vos problématiques. Envoyez-nous un email à contact@cosavostra.com et si vous avez des talents à nous recommander, connectez-vous sur le site www.cosavostra.com. Merci. Bonjour à tous, je suis aujourd'hui avec Jacob Abou. Je suis extrêmement content d'être avec toi, Jacob, parce que je crois que tu es un vrai entrepreneur pure race, qui a ça complètement dans le sang depuis toujours. Et actuellement, j'entreprends 4 sociétés nouvelles. Voilà, c'est ce qui va m'intéresser. Donc bonjour Jacob. Les trottinettes électriques, les centres de contrôle que je reprends, l'affichage que je reprends en Amérique et aujourd'hui encore, je reprends de la presse. J'ai dû commencer, arrêter 4 fois Jacob avant d'enregistrer, d'appuyer sur le bouton record pour lui dire bon, attends, me raconte pas ça, on y va, on enregistre. Jacob, est-ce que je peux te demander de te présenter ? Je crois que je suis un monsieur qui a atteint un certain âge et qui, s'il regarde derrière lui, a au moins 2 satisfactions et beaucoup d'échecs et 2 satisfactions. Une, sa famille, naturellement. Je suis marié depuis 45 ans. J'ai 3 filles. Et donc, ça me fait 4 femmes. J'ai appris une chose avec ces 4 femmes, c'est qu'il fallait gagner plus et pas économiser. La deuxième chose que j'ai compris, c'est que mes entreprises étaient faites pour gagner de l'argent et mes femmes pour le dépenser. C'est juste pour plaisanter un peu. Tu crois que ce serait différent avec des garçons ? Non, parce qu'une famille, ça reste un coût. Je ne crois pas que ça serait différent, mais on va dire qu'avec une femme, c'est difficile de négocier. Ah. Un garçon, on peut négocier. C'est parce que tu es faible avec les femmes. Je suis faible, j'ai compris qu'aussi la plus grande victoire, c'est la fuite. C'est bien. Je suis pas sûr que ça s'applique à toute ta vie, mais... Non, je parle avec les femmes. Quand je suis pas capable de les convaincre toutes. C'est impossible. D'accord. Donc en gros, j'ai eu plein d'entreprises parce qu'étant fébrile et fragile et parfois un peu douteux de moi-même, j'ai pensé qu'il fallait avoir toujours 3 ou 4 entreprises en même temps et pas forcément dans les mêmes domaines. J'ai surtout pensé que pour rester le plus frais possible, il fallait que j'accepte toutes sortes de défis, que ce soit sur Internet, où j'ai quelques sites Internet aujourd'hui, que ce soit dans l'industrie, avec des sociétés qui fabriquaient des ponts élévateurs, qui fabriquaient tout le matériel de garage. On avait 120 000 ponts élévateurs qu'on a entretenus pendant des années avec une marque qui s'appelle Fogg, qui s'appelle toujours Fogg, mais qui aujourd'hui a malheureusement quelques difficultés du fait des Chinois. Les entreprises sont allées de la presse à l'affichage, de l'affichage à la menuiserie. De la menuiserie, on peut considérer que le contrôle technique est un élément fort, puisque c'est ce qu'on a créé. Je suis parti de zéro en Allemagne et j'ai créé le contrôle technique. On a créé en moins d'1 an et demi. On a ouvert pratiquement 850 centres, ce qui était un pari complètement dingue, mais qui aujourd'hui marche bien puisque on peut être fier d'avoir un des meilleurs contrôles techniques d'Europe. J'ai l'impression que ta vie est une succession de paris complètement dingues. Ah oui, ça c'est sûr. Tu es immigré ? Alors, effectivement, on a quitté le Maroc pour aller en Algérie. De l'Algérie où je suis né, on est parti en Israël. D'Israël, où ça a été très difficile parce qu'à l'époque, Israël n'existait pas. C'était encore un pays en création. Je dis pas le mot Palestine parce qu'il n'est pas exact dans mon esprit. D'accord. Donc, nous avons vécu là-bas. Ça a été très difficile, très pénible. Arrivé en France,
Aujourd'hui, j'en ai pas honte, je le dis parce que avant j'en avais honte, maintenant non. On parlait pas français encore à 14 ans. À 14 ans? Oui, on ne savait pas parler français. Donc tu parlais un peu arabe, un peu espagnol, enfin il y avait un peu hébreu, enfin il y avait toutes sortes de langues. Parce que quand on est déménagé jeune, 13-14 ans, c'était difficile. Donc on a commencé Et tu avais été scolarisé du coup? Très peu. Très peu, à cette époque-là, très peu, pratiquement pas. La seule école dont je me souviens, et je suis devenu administrateur de cette école, c'est une école qui s'appelle l'Hort, et où j'ai appris la mécanique. Mais les autres écoles, non, j'ai pas été scolarisé. Donc c'est ta famille, ton père, ta mère qui t'apprenaient à lire et écrire? Non. On va recommencer. Je suis parti à 14 ans de chez moi, 13 ans de chez moi. D'accord. Donc mes premières entreprises ont commencé vers 18-19 ans. Donc entre les deux, tu as pris la vie, quoi. Alors, tous les soirs, j'étais en formation. Ouais. Que ce soit à l'école des arts, aux arts et métiers, que ce soit en droit, que ce soit en sociologie, partout, chaque fois qu'il m'a été possible, même sporadiquement de me former, je l'ai fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis que le seul euro à ne jamais économiser dans une entreprise, c'est l'euro de la formation. Ça, je suis bien d'accord. Je crois que ça, c'est un truc qui doit être permanent. Je crois qu'il vaut mieux apprendre à apprendre que de stocker des connaissances. Et ça, c'est pas encore plus vrai aujourd'hui. C'était déjà totalement vrai à l'époque. Le fait que tout s'emballe un peu, qu'il y ait beaucoup de choses très nouvelles qui arrivent. Un élève un jour m'a dit à HEC, m'a dit Jacob, comment tu fais pour savoir si c'est une bonne affaire ou pas quand tu vas dans une affaire? Je lui dis, je sais pas, quand je vois une affaire, je saute. Et puis il me dit, oui, mais il faut quand même qu'on sache si c'est bon ou pas bon. Je lui dis, je sais pas, à chaque fois que je vois une affaire. Et après il me dit, oui, mais... Alors je lui dis, bah, écoute, t'inquiète pas, je saute tout le temps. Donc le problème ne se pose pas de savoir. Parce que le type qui vous dit, avant de reprendre une boîte ou de créer une boîte, d'ailleurs quand on crée une entreprise, et j'en ai créé pas mal, on peut considérer que ce que l'on a dit au début ne se réalisera qu'à 5%. À la vérité, on fait un plan, on fait un prévisionnel, on étudie les prix, les coûts, les machins, et en réalité, quand on regarde 3 ans après ou 4 ans après les premières notes qu'on a prises, donc c'est pour ça que je dis toujours, il faut jamais demander son chemin à quelqu'un qui le connaît, tu risquerais de pas te perdre. Donc moi, j'ai le sentiment que un con qui marche va plus loin que 2 intellectuels assis, a dit, je crois que c'est Pierre Dac qui a dit ça. Mais je peux forcément te contredire là-dessus. Je pense que tu dis que tu sautes tout le temps, mais il y a probablement plein d'idées à la con qui te passent sous les yeux, sur lesquelles tu sautes pas. Et en fait, juste tu fais pas attention. C'est-à-dire que dès que tu as un minimum d'intérêt ou quelque chose, ou un instinct ou quelque chose, là tu te dis, ok, je crois, on parlait de vitesse juste avant, plus que je crois que ce qui te définit pas mal, c'est ça, c'est la vitesse. Oui. Mais c'est une notion qui est très à la mode finalement dans la Silicon Valley, qui est work fast, j'ai jamais été là-bas, mais fail fast. Il faut savoir se planter rapidement aussi derrière. Exactement. Alors, je dis très honnêtement que un de mes grands projets, ce serait de créer le musée de l'échec. Faire parler des patrons qui ont réussi et de leur faire dire comment ils y sont arrivés. C'est extraordinaire de voir le nombre d'échecs qu'il y a dans les grandes entreprises, ou les faux investissements. Mais en fin de compte, personne n'en parle jamais. C'est dommage, parce que c'est en même temps une leçon. Ça commence à venir. Je lisais récemment que chez Tesla, en fait, des ingénieurs, ou en tout cas Elon Musk, et aussi d'ailleurs je crois que c'est chez Amazon, dans leur dernière tous les ans Jeff Bezos met en public sa lettre aux actionnaires, et il mettait en avant un gros échec en disant voilà, on s'est planté là-dessus, on a perdu 1 milliard, mais on a pris ça et ça, et un grand entrepreneur français, enfin un grand chef d'entreprise d'ailleurs, pas un entrepreneur français dans l'automobile, disait si nous on faisait ça, enfin on se serait fait virer en fait avant même de pouvoir le mettre sur la lettre aux actionnaires. Quand j'ai visité une usine au Japon, j'ai constaté avec plaisir que quand quelqu'un trouvait une faute ou une erreur, il était récompensé. Quand quelqu'un, je me rappelle d'une chaîne dans laquelle ils avaient les gants blancs, les gens, je me suis dit que ces Japonais, c'était il y a 30 ans, et les Japonais cherchaient à nous frimer. Et en fait, pas du tout. Quand ils mettaient des gants blancs, c'est simplement parce que quand il y a une tache quelque part sur le gant, ça veut dire que la chaîne n'est pas propre, n'est pas clean, et il y a quelque part quelque chose ne va pas. Je crois qu'il faut quand même, à un moment donné, accepter ces échecs. Moi, je dis toujours, je vais vous apprendre à vous relever, je vais pas vous apprendre à gagner, parce que c'est pas vrai, gagner, la chance joue un rôle
extraordinaire. Et c'est vrai que quand on a parlé de Big Mama là, dans le podcast en question, franchement, l'enthousiasme de ce garçon fait probablement une partie du succès. Mais je suis pas sûr que ce soit que ça. Et Jacob me disait que j'avais posé les mauvaises questions ou pas assez de bonnes questions. Oui, c'est vrai. Et j'accepte totalement cette critique parce que quand je réécoute certains de mes podcasts, je me dis mais pourquoi t'as pas posé cette question? Pourquoi? Et en effet, donc j'aurais aimé savoir comment ils ont démarré, où ils ont trouvé les premiers sous. Comment ils étaient, comment se fait-il qu'ils sont encore 2 associés, ce qui est assez rare en général. J'aurais aimé connaître la répartition entre les associés, j'aurais aimé savoir qui dirige et qui se répartit les tâches, j'aurais aimé savoir... Il en parle un peu sur la répartition des tâches quand même, il me semble, alors il me l'a dit après, mais... Parce que moi j'ai fait un jour une étude comparative entre un journal et un restaurant. Oui. Et je me suis rendu compte que les coefficients de gestion étaient les mêmes. Le rédacteur en chef, c'est le chef cuistot, les salariés, les garçons de salle, c'est les commerciaux, le centre d'achat, on achète. Et quand on regarde un journal, enfin, pas n'importe lequel, mais un journal normal, et on regarde un grand restaurant ou une chaîne de restaurants, on s'aperçoit que le mode de gestion est le même. Il n'y a pas grande différence. Alors j'aurais aimé connaître, et j'aurais aimé qu'il me raconte tout ça. C'est très intéressant. Mais que je vais t'inciter à lancer ton podcast si tu poseras les bonnes questions. Non, mais par contre, une des choses que j'ai dit à Estelle et que je te dis à toi, il est très probable que dans le groupe de presse que je reprends, le podcast aura une place particulière. Parce que vous tous, vous m'avez convaincu. Je pense que c'est une bonne chose et je suis content de convaincre un maximum de personnes, puisque si le podcast va vers le haut, voilà. Et d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu disais sur l'échec. Il y a un bon podcast que j'ai découvert récemment qui s'appelle La Leçon et qui est pas mal à écouter sur justement les échecs. Et alors, pour rebondir là-dessus, je voudrais qu'on revienne après sur ton parcours et justement d'où tu viens, comment tu as grandi, comment tu as financé tes premiers projets, etc. Mais avant, justement, parle-moi de tes échecs alors. Je pensais justement à un échec qui était inhérent à la prétention que j'avais. J'en ai deux à citer qui sont énormes. Un qui est petit et un qui est plutôt maintenant devenu une énorme entreprise internationale. Premier échec, un jour, alors que j'avais fait la une de journaux de la publicité, de la communication, il y avait marqué un jeune entrepreneur. À l'époque, je devais avoir 22 ans, 23 ans, et j'étais tellement fier que le pape était pas mon cousin. Donc, je voulais dire bonjour à personne tellement. Bon. Arrive un jour un jeune ingénieur de 22 ans. Il arrive sur mon bureau qui faisait 25 mètres. Le bureau de 25 mètres, c'est ce que j'avais. Et une dalle de verre magnifique. J'étais très fier de mon bureau. Et ce jeune type arrive avec 2 sacs de briques et de broc. Enfin, il avait plutôt des briques en pierre, enfin des pierres qui sont... Je me dis, mais qu'est-ce qu'il me veut? Et il m'a dit, voilà, j'ai vu que vous étiez entrepreneur. Et lui, il pensait entrepreneur de bâtiment. Ah. Et moi, j'étais entrepreneur en communication. Et j'ai pris ce jeune type de très haut. Et je sais pas si vous avez déjà vu toutes ces pierres c'est des pierres autobloquantes. D'accord, oui, oui. Qui sont de toutes les couleurs, qu'on voit partout maintenant. Oui, oui. Ce monsieur était venu me proposer ce brevet parce que ces pierres, on les coupe, elles ont été faites avec les silos là de comment ça s'appelle, de charbon qui traînent tout ce qu'on appelle ces îlots de charbon, et récupérer ça. Il touchait une indemnité pour récupérer ces trucs-là et il a fait ces briques en question. Aujourd'hui, il y en a dans le monde entier. Ce monsieur, il doit avoir au moins 2 ou 3 tours que je connais, dont une à la Défense. Et ce monsieur, je l'ai snobé. Et aujourd'hui, chaque fois que je marche sur une de ces pierres, je me dis à chaque fois, mais bon Dieu, que t'as pu être idiot. Ça, c'était là. Oui, mais on revient. Donc, tu n'as pas sauté sur tout. Tu n'as pas sauté sur ça là. Alors, c'est probablement parce que c'était trop tôt. Mais comme ça, tu sautes pas sur tout. Alors, tu te plantes de temps en temps. Non, mais l'humilité à l'époque, c'était pas mon fort. L'âge fait qu'on finit par l'être. Et la deuxième chose a été parce que j'ai été méfiant à l'égard d'un monsieur qui m'a été présenté, etc. Il est venu me présenter une affaire. Quand il est venu me voir, il est venu par l'intermédiaire de personnalités importantes, donc des gens qui le référençaient. Ce monsieur me propose de faire des cendres volantes. Qu'est-ce que c'est que les cendres volantes? Je ne sais pas. Voilà. Alors, les cendres volantes, quand il est arrivé dans mon bureau, j'ai fait la même chose que toi. J'ai réagi en disant, mais qu'est-ce que tu veux faire avec des cendres volantes? Alors, il m'a dit, voilà, il y a 3 qualités dans les cendres volantes. Il a commencé à m'expliquer parce que il avait vu que j'avais été un peu surpris. 1, les cendres volantes, c'est un liant. C'est un liant qui permet au béton de ne pas avoir de l'eau qui rentre et donc de ne pas péter avec le gel. C'est ce qui a construit tout le canal Saint-Martin. Tout le canal Saint-Martin a été fait avec des cendres volantes. Et les cendres volantes, c'est en même temps
un engrais, parce que comme c'est plus léger que l'air, etc. Alors comment on récupère les cendres volantes? On les récupère en hiver, quand les centrales thermiques tournent, ces cendres-là, on les récupère pour pas qu'elles aillent dans l'air, et on les stocke dans des silos, et une fois qu'on les a stockés dans ces silos, on les récupère l'été pour fabriquer cette espèce de pâte qui permet d'avoir des murs étanches. Quand il y a un mur près de la Seine, par exemple, la majorité du temps, il faut que celui-ci soit complètement étanche. C'est du recyclage. Voilà. Donc c'est exactement. Et aujourd'hui, où toutes les centrales thermiques sont en train de repartir, peut-être que l'idée devrait revenir, parce que les cendres volantes, ça permet ça. Et cette société, écoutez bien la bêtise de Jacob Abou, c'est que quand il est venu me présenter son affaire, il faisait à l'époque, je me rappelle, 27 millions de chiffre d'affaires. Ça gagnait 8 millions de net de francs. Voilà. À un moment donné, j'ai dit, où sont les bureaux? Il me dit, on n'a pas besoin de bureau. Il n'y a pas de bureau. Je dis, ah bon, ben, où sont les employés? Il me dit, il n'y a pas d'employés. Je dis, mais où sont les camions? Il me dit, mais il n'y a pas de camions. Alors je lui demande, mais comment vous faites? Ah, mais quand il y a des cendres, je les fais stocker par quelqu'un qui loue les camions, je les stocke, et mon bureau, je n'avais pas besoin. Je suis à Cannes, et quand je suis allé le voir à Cannes, il était installé devant la Croisette, avec une merveilleuse vue. Sa femme faisait les factures, et lui faisait quelques visites et quelques coups de téléphone. Il avait 200 clients, et cette affaire-là a duré 25 ou 30 ans. Quand il a vu mon hésitation, et je me suis inquiété, parce que je dis, bon, montrez-moi les comptes. Il me dit, mais quel compte vous voulez? Alors il m'a sorti un cahier d'écolier. Et moi, avec mes habitudes de vouloir absolument avoir des tableurs, des machins et tout, j'ai commencé à me dire, ce mec-là, il est en train de se foutre de moi. Il est en train d'essayer de t'entuber. Exactement. Mais quand il m'a proposé, c'est là où ma bêtise était grande. Il m'a dit, mais vous savez, vous n'avez pas besoin de sortir l'argent. Vous allez me payer 50% des résultats des 5 prochaines années. Ça me suffit très bien. Donc là, il y avait une preuve de l'honnêteté de la personne, puisqu'il me demandait pas de sous. Et j'ai passé des nuits blanches là-dessus. Et je me suis dit, c'est trop beau, il y a quelque chose qui va pas, et j'ai cherché. Il voulait quand même que tu lui avances ces 50%. Pas du tout. Non? Pas du tout. Il demandait rien. Ah, il voulait juste avoir une garantie de les avoir. Voilà. Moi, je disais, non, il a un protocole, comme quoi je lui verserais. Ouais. Comme il avait entendu parler de moi, il avait confiance, et moi, j'avais entendu parler de lui, on aurait dû faire affaire. Comme il a vu mon hésitation, il a vendu à Simon Lafarge. Et moi, j'ai loupé cette affaire. Donc, encore une fois, c'est vrai que je saute tout le temps, mais de temps à autre, comme dans ces deux cas précis, j'ai été ridicule. Donc c'est pour ça que je dis, il faut faire attention quand on vous dit qu'on a réussi. Combien d'échecs j'ai eu? Et si je dois en tirer de leçons de ces deux échecs, il y en a un où il faut être moins prétentieux, ça semble assez évident, et je pense que on en parlait un peu avant cet épisode. Je pense que il y a une approche d'honnêteté, de franchise qui est très importante dans le business. Mais si je vais chercher sur le deuxième, être moins méfiant, c'est une qualité. Est-ce que, il faut savoir être un peu parano dans le business, non? Alors, Mathieu, il faut être. Quand tu dis l'honnêteté dans le business, tu m'inquiètes. Non, mais un minimum, la franchise, Alors, vas-y. Oui, d'ailleurs, ça m'intéresse. Vas-y, développe. Il y a beaucoup de gens qui confondent malin et intelligent. Oui. Okay. Je crois que tu as raison. Après beaucoup de temps, je me suis rendu compte que la ligne droite, c'est quand même le chemin le plus rapide. Ça, j'en suis convaincu maintenant. Je l'étais pas avant. Et les jeunes qui démarrent ne le sont pas. Et je le vois bien. Parce que chaque fois qu'un jeune a une idée, il est persuadé qu'on va le piquer. Chaque fois qu'il a un projet, il a l'impression qu'il peut pas en parler parce que, etc. Malheureusement, c'est vrai aussi qu'en France, quand des jeunes viennent exposer leurs idées à des cadres qui sont installés, les cadres sont un peu parfois jaloux, ils disent celui-là il va réussir et moi je suis comme un idiot parce que j'ai 3 gosses et que son idée je la sens bien, elle va partir, etc. Et moi, voilà. Donc on a souvent une attitude qui n'est pas bon. Alors j'ai créé d'ailleurs la possibilité de déposer des idées. Ça paraît un peu curieux, mais je sais qu'on peut le faire. Oui. Alors, oui, c'est très facile à faire. Mais comme on dépose un brevet. Alors, pas tout à fait pareil. Quand on a une idée, par exemple, je donne l'exemple parce que j'espère que ça servira aux autres, on crée une marque. Oui. Cette marque est déposée. Oui. Mais cette marque n'a vocation que de travailler pour l'idée qui, elle, est déposée à un autre endroit sur ce qu'on appelle les enveloppes solo. Oui. On écrit l'idée sur cette enveloppe solo et on a fois de dates. Comme la marque ne fait que ce travail-là, si quelqu'un touche à l'idée, il touche à la marque. Donc c'est pas une protection à 100%, c'est une des protections. Il y en a une autre qui est simplement les droits d'auteur en France sont très importants. Il suffit d'écrire l'idée sur un livre qu'on publie à 50 exemplaires. Et ces 50 exemplaires sont déposés à la Société des droits d'auteur. Et à ce moment-là, on a une protection au moins sur l'origine de l'idée. Je dis pas que c'est une protection à 100%,
Oui. Mais au moins, ça a foi de date et ça témoigne qu'une entreprise importante n'ira pas faire concurrence à quelqu'un qui a déjà fait ce dépôt. Oui, le fait, on aura une antériorité et de quoi demander quelques dommages et intérêts. Donc, quand on me dit, et je vois souvent des jeunes venir me dire, mais je peux pas déposer. Je tiens beaucoup à donner des choses concrètes. Et de plus en plus, on dit qu'une idée a pas de valeur et ce qui a valeur, c'est l'exécution. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, c'est là où la vitesse joue. Parce que une idée, effectivement, appartient à tout le monde, parce que tout le monde pense à peu près en même temps aux mêmes choses. Les trottinettes, il y a une 50aine de personnes qui ont pensé aux trottinettes, mais il y en a 2 qui ont démarré, et puis voilà. Mais c'est la vitesse qui prime. Aujourd'hui, dans un monde où tout est exponentiel, l'important c'est la vitesse, mais savoir se structurer, parce que quand on passe de 10 à 10 000, la structure de la boîte, c'est dingue. La structure humaine, la structure financière, la structure, je dirais, commerciale, c'est très très compliqué. Très compliqué. Donc à partir du moment où la vitesse prime, effectivement, il faut plus réfléchir. L'idée, c'est le premier qui réalise les choses, qui le fait. Il a l'avantage d'être le premier. C'est ça, parce que nous, tu vois, moi je me suis lancé dans un business il y a quelques années qui s'appelle WeFlash, qui fait des shootings photos, principalement pour des agents immobiliers. Puis maintenant, on fait d'autres typologies. Donc ça fait plus de 300 shootings par jour, par des professionnels dans toute la France. Donc si tu vas chez Nexity ou chez Century 21, que tu mets ton appart à vendre, il y a un photographe qui vient, qui shoote ton appartement, et après, c'est tout déployé sur Se Loger, Le Bon Coin, etc. partout. Et ce business, en fait, on est 3 ou 4 à l'avoir lancé en même temps, en fait. À 6 mois, 1 an. Il y a combien de temps? En 2015. Alors, 2015, alors avant toi, on a démarré une boîte qui s'appelle iDéménager. D'accord. Qui est partie sur une de mes idées et qui permet de photographier tout ce qui est à déménager et de mettre ça aux enchères. iDéménager, c'est un déménagement aux enchères. C'est une des boîtes que j'ai créées avec des élèves d'HEC. Ça marche? Et ça marche très bien. Ils viennent de lever, je crois qu'ils viennent de lever 3 ou 4 millions. Ouais. Mais cette société a peiné énormément, mais la rigueur et le sérieux de ces garçons fait qu'aujourd'hui, ils sont installés en Angleterre, etc. Donc, mettre le déménagement aux enchères, c'était une idée à l'époque qui n'était pas évident. Et là, il fallait ces photos. C'est vrai. Mais tu vois, on pourra peut-être en reparler après. Ouais, c'est avec plaisir. Mais tu vois, et WeFlash aujourd'hui, en fait, a donc un concurrent qui s'appelle Miro, qui est connu pour avoir levé près de 50 millions. C'est en 360 ? Ça fait du drone, du 360. Sinon, non, alors, aussi. Nous, on faisait pas de 360. Mais juste du moi, ce qu'on prenait, c'était vraiment 12 ou 24 poses d'un shooting photo d'un appartement pour mieux le vendre. Shooter en professionnel, c'est toujours mieux. C'est la valorisation du bien par l'image. Donc ça fonctionne aussi avec des voitures. Ils shootent des voitures. Aujourd'hui, ils font tous les shootings pour Uber Eats, donc des plats cuisinés, etc. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette idée, elle a explosé en France avec plusieurs boîtes qui ont été... Donc nous, on a levé près de 10 millions au total en 2 ans. Et puis, il y en a d'autres. Il y a Shooting. Ouais. Et il y a Shooting, il y a... je pourrais en citer d'autres. My Photo Agency, etc., etc. On est plein. Et en fait, quand on regarde en Allemagne, en Angleterre et même aux États-Unis, il y en a 0. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a quand même ce côté, on s'est tous un peu copiés, les uns les autres, tous regardés. Et personne n'a exporté ? Là, justement, c'est pour ça que Miro a levé autant, parce qu'eux sont partis aux États-Unis, pendant que nous, on part plutôt dans d'autres pays d'Europe. Mais c'est assez intéressant de se dire, en fait, la valeur d'Exé, et il y en a qui arrivent à lever beaucoup, il y en a qui arrivent à faire beaucoup de chiffres, il y en a qui arrivent à convaincre Nexity et Century 21. Alors, attends, une seconde. J'en ai ras-le-bol parce que j'ai au moins dans ma tête une quinzaine d'entreprises où les jeunes ont levé de l'argent et ils ont pensé qu'en levant de l'argent, ils avaient gagné. Ça, je suis complètement d'accord. C'est une erreur parce qu'en lever de l'argent, c'est prendre un certain nombre de charges, d'obligations et pas forcément de garder le capital. Et c'est là où je voudrais peut-être revenir justement aussi à ta jeunesse parce que moi, aujourd'hui, j'ai la chance de contrôler mon entreprise. Ouais. Et je trouve que c'est un luxe absolument fantastique. Cette liberté est importante. Ouais. J'ai personne qui me met la pression au quotidien. Exactement. Mais évidemment, on a toujours envie quand tu parles de vitesse, il y a des moments où on se dit, ouais, mais si j'avais 4 millions sur mon compte, et que je pouvais aller plus vite et investir là-dessus, acheter telle boîte et faire telle chose, bon voilà. Il y a quand même. Mathieu, je vais t'apprendre quelque chose. Volontiers. Quand on a de l'argent, on ne le sort pas, on le montre. Faut se rappeler de ça. Parce que si tu commences par jouer... Parce qu'il y a deux règles qu'il faut éliminer de ta tête. La première, c'est de dire « j'ai de l'argent ». Donc ça veut dire que si cet argent, tu l'as dans la poche, déjà ton cerveau est limité. Alors, il faut savoir comment tu l'as eu cet argent, parce que c'est compliqué. La deuxième chose que je dis toujours, c'est que si un jour tu as beaucoup d'argent,
sans citer de cas, si tu as beaucoup d'argent et que si ton idée n'est pas capable de se vendre par elle-même, si c'est l'argent qui permet, c'est pas une bonne chose. Bien sûr. Pas une bonne chose. Quand tu as une idée comme ça, si tu as 3 ou 4 banques qui te disent non, laisse tomber, c'est que le moment, c'est pas que l'idée est pas bonne, c'est peut-être que le moment n'est pas mûr. Donc, ou que tu ne sais pas la vendre, mais ça reste... Ouais. 50% de l'idée, c'est pas l'argent, c'est le bonhomme. Ouais, bien sûr. À partir du... Moi, je préfère une mauvaise... comment dirais-je, une moyenne affaire avec des bons qu'une bonne affaire avec un con. Oui. Donc, personnellement, je ne crois pas qu'il faille te bloquer sur cette... Tu viens de me dire, si j'avais 4 millions, ceci. Non, mais pas du tout. Non, mais je me bloque pas. Mais par moment, tu dis, ouais, j'irais bien là-dessus. Mais c'est ce qui m'impressionne justement dans ton parcours, parce que donc tu pars de rien, tu arrives à 14 ans en France, tu quittes ton domicile. J'avais pas le choix. J'avais pas le choix. Oui. J'ai pas choisi de devenir entrepreneur en me levant un matin en disant je vais être entrepreneur. Je le suis devenu parce qu'on ne voulait de moi nulle part. Et tu pouvais faire de la plonge dans un café. Je l'ai fait. Ouais. Je l'ai fait. J'ai été barman dans les plages à Juan-les-Pins et à Saint-Tropez. J'étais barman, j'ai été plagiste dans différents endroits. Tu peux pas te coller, il a tout fait. J'ai charrié de la viande. Je suis sûr que t'as pas été curé. Ah non, mais par contre, bon, on va pas dire ça, ça va bien de dire ça, mais à Saint-Cloud, par exemple, j'ai payé la grille de l'église. C'est bien. Mais je trouve ça très bien. Donc du coup, voilà, tu débarques, t'as 14 ans, ta première entreprise, c'est quoi? C'est très marrant parce que au début, on a commencé à récupérer les rebuts de tous les vêtements. À l'époque, les Français avaient cette qualité formidable, c'est que quand un vêtement avait un défaut, ils le jetaient. D'accord. Quand un drap avait un défaut, ils le jetaient. Quand une serviette éponge avait un défaut, ils le jetaient. Quand un costume avait ils le jetaient. Et dans les usines en question, dans le Nord et à l'Est, tous ces rebuts, qui pour nous avaient une valeur, parce qu'il y avait encore plein d'endroits où les gens, ils s'en fichent. Quand on leur file 12 serviettes de bain, si dans les serviettes, il y a un fil de moins, bon, le pauvre type qui vit dans un ghetto, il en a rien à foutre, il le prend, le truc. Alors, on a, avec des gens, inventé l'idée de faire des colis. Dans ces colis, il y avait 1 mètre cube, et ce mètre cube, on allait le vendre. On allait le vendre dans des endroits où alors ils trouvaient dedans parfois un costume, parfois 12 chemises. Tu les récupérais où, du coup, les vêtements physiques? À la sortie de l'usine, puisqu'ils nous le donnaient. D'accord, c'était vraiment les usines. Rebuts, quand les usines ne voulaient pas, parce qu'il y a un loupé, le col n'est pas parfait, le truc. Parce qu'à l'époque, il y avait un contrôle qualité dans les vêtements, dans le tissu, qui faisait que ces gens-là se posaient pas de questions, ils le jetaient. Et après, ça a été un scandale récent, ils les détruisaient, du coup, c'est ça le problème. Et du coup, maintenant, ils s'engagent à plus le détruire pour la plupart. Alors, on va reparler de ça, puisque je vais certainement un jour ou l'autre créer un réseau de retoucherie. D'accord. Parce que je pense que toutes les personnes immigrées qui arrivent, un jour ou l'autre, il faudra leur trouver du boulot. Et moi, je pense qu'on peut recycler les vêtements. Ouais. Je pense qu'il faut aller. Je pense qu'aujourd'hui, si on crée un réseau, comme j'ai créé des réseaux un peu partout, avec les déménageurs bretons, avec des cras, des cras. Je veux dire, on peut créer un réseau de retoucherie, parce que tous les grands magasins qui vont être amenés à reprendre des vêtements, il faudra bien faire les récupérer d'une façon ou d'une autre. Moi, je crois que, très honnêtement, si on avait eu encore le temps, parce que quand j'ai commencé à gagner de l'argent, je me suis arrêté. J'ai quand même voulu profiter de la vie. Donc à 18 ans, j'avais mon premier million. À l'époque, de francs? De millions d'anciens francs. Hein, d'accord. N'allons pas trop vite. Et à partir de là, je me suis dit, je veux quand même savoir ce qui se passe dans le monde. Et je me suis baladé. J'ai fait un peu le tour du monde. Je me suis baladé partout. Donc ça, c'est cette première entreprise qui t'a fait gagner cet argent, que tu as revendu? Il n'y avait rien à revendre. D'accord. Les gens qui ont succédé ont fait la même chose. Il n'y a pas eu d'entreprise. Tu as mis de côté. Voilà. On n'avait pas d'entreprise au sens propre du terme, avec un dépôt des bilans, un greffe. Non, il n'y avait pas tout ça. Ça se faisait en cash et voilà. On allait récupérer, on vendait, on avait de l'argent, on était content. Et là, on a effectivement gagné pas mal d'argent. Ça a permis de démarrer. Alors après, effectivement, les premières entreprises sérieuses sont arrivées après l'armée. Et du coup, tu étais en mode fourmi déjà. C'est-à-dire que tu travaillais. Après, tu allais faire ton voyage, tu dépensais. Après, tu revenais, tu n'avais plus rien? Exactement. J'avais besoin de voir les gens. Et puis, j'ai piqué pas mal d'idées à l'étranger. D'accord. Je me suis promené, j'ai piqué beaucoup d'idées, j'ai regardé un peu comment faisaient les autres. Où ça? Tu es allé où? Tu te souviens? En Italie, par exemple, en Allemagne, aux États-Unis, dans différents endroits. Et j'essayais d'observer beaucoup ce qui se faisait à l'époque. Et j'avais une telle soif de réussir que je copiais beaucoup.
Et sans hésiter. faut préciser qu'à l'époque, un voyage, c'était pas comme aujourd'hui. Je veux dire, ça te coûtait un bras et demi. Non, c'est souvent le stop. C'était souvent le stop, oui. Avec du cash dans les Moi, valises. je suis parti à l'époque de Saint-Lazare en Portugal, où j'ai vécu. Je suis parti en Iran où j'ai travaillé pendant 6 mois. Donc... En train? Ah non, pas en train. Là, je suis parti en avion et avec beaucoup de difficultés parce que avoir le passeport et tout, en fait, c'est très compliqué. Non, je crois que ça, c'est important. De bouger, de voyager, c'est très important. Ouais. Moi, je pense que c'est ce qui nous amène à réfléchir un petit peu. Ce qui se passe en Inde m'intéresse beaucoup en ce moment, parce que n'importe quel hindou, n'importe quel indien est entrepreneur. Qu'il ait un simple vélo à réparer ou qu'il ait une boutique, ils sont tous entrepreneurs. Dans leur esprit, ils sont tous. Nous, on ne l'est pas encore en France. Non, on ne l'est pas, mais on va le devenir. On va le devenir. En effet, on a une approche. La voie normale, c'est d'être employé ou fonctionnaire, mais c'est pas de créer. J'ai appris mon métier en étant à Publicis à un moment donné. Ah, tu as bossé quelque part ailleurs? Pas très longtemps. Pas très longtemps. Je savais pas ça. Voilà, j'ai bossé à Publicis et je suis devenu... à l'époque, François était beaucoup plus important que Le Figaro. D'accord. On faisait 1 600 000 exemplaires. C'était un journal qui était dirigé par Monsieur Lazareff, qui nous faisait peur à tous. Et moi, j'étais à un moment donné responsable du commercial avec un monsieur qui a été célèbre en son temps, qui s'appelait Toscan Duplantier. D'accord. Qui a été mon patron. Et quand on a dirigé... Qui était commercial, lui? Oui, commercial, c'est lui qui était le dirigeant de toute la régie presse était sous la responsabilité de Toscan Duplantier. C'est que j'ai commencé là-dedans, moi aussi. Commercial presse, chez Métro, le quotidien gratuit que j'ai lancé. Formidable. Ça, c'est un truc formidable. Et pourquoi tu l'as pas racheté? J'aurais bien aimé, mais c'est TF1 qui est passé devant moi. Mais, il en est où aujourd'hui? Ça a été intégré à TF1 complètement. Donc le quotidien a été arrêté, ils ont englobé le site et aujourd'hui c'est LCI qui a récupéré toutes les équipes éditoriales. Mais il y a quelque chose, ils font du chiffre? C'est LCI désormais, donc LCI télé, il y a plus de print. Le print c'est 20 minutes qu'il le fait et qu'il le fait de manière très pragmatique avec quand même... pour te dire à quel point c'est très pragmatique, c'est que par exemple, ça, je j'ai pas la chance de le lire très souvent, mais ils ont arrêté le mardi parce que le mardi est un mauvais jour publicitaire. Donc du coup, ils publient lundi, mercredi, jeudi, vendredi. Je trouve ça génial dans l'idée. Un journal, c'est quand même pas fait pour qu'entre 2 pages, on dise entre 2 pages de pub, qu'est-ce qu'on met? Ça, c'est ridicule. Un journal doit quand même avoir une vocation, doit quand même avoir un rôle à jouer. Mais ils le font très bien sur Internet. Mais c'est vrai que... Ah bon? Ouais. 20 minutes, c'est un énorme média chez les jeunes. Donc... J'étais patron de la publicité de François, à l'époque, avec le journal Elle, avec lequel on travaillait de façon très proche. Il y avait des journaux qui, en tant que jeune homme, étaient très sympathiques. C'était le journal Lui, quand il s'est lancé. Oui, d'accord, qui a été relancé. Et donc, on s'est occupé de ça. Et ça m'a appris 2 choses. Le pouvoir de la pub et le pouvoir de la presse. À partir de là, j'ai dit que ma vocation serait d'être dans la presse. Et j'ai toujours eu des journaux. Et t'avais quel âge quand tu as bossé chez Publicis? 22 ans, 23 ans. D'accord. En revenant de l'armée. Mais comment t'as 22, 23 ans, tu reviens de l'armée, t'as pas d'études réelles? Aucune. Enfin, à part un peu de mécanique, où tu disais tu es mécanicien. À l'époque, c'était plus simple. Aujourd'hui, tu arrives à 22 ans chez Publicis avec un brevet de mécano. À l'époque, c'était très difficile d'y entrer. Ils m'ont viré 4 fois. Hein. La 5e fois, quand j'ai rencontré la responsable du personnel, j'ai dit, écoutez, que vous le vouliez ou non, je serai dans cette boîte. Mais elle dit, jamais vous rentrerez, tant que je serai là, jamais vous rentrerez. Je finis par rentrer. Comment? Et on a fini par m'accepter. Comment? J'ai rencontré un type qui s'appelait Karine Salvador à l'époque, qui n'est peut-être plus de ce monde aujourd'hui. Ouais. J'ai réussi à le convaincre qu'il n'aurait jamais un meilleur commercial que moi. Et à ce moment-là, on a commencé par Publicis pour aller chercher des budgets. J'ai vu que là, on ne pouvait pas gagner d'argent. Ils m'ont mis à Régie Presse. Et donc, à Régie Presse, j'ai travaillé avec Maurice Lévy à l'époque, qui est devenu un ami. Qui est devenu un ami. Mais en 8 ans, je veux dire, de 14 à 22 ans, tu as réussi à assimiler autant de choses parce que tu n'étais pas complètement à la ramasse. T'étais pas, non. J'ai toujours gagné de l'argent. Mais je veux dire, même culturellement, quand tu te retrouves au milieu de ces gens chez Publicis, à 22 ans, t'es pas à côté de la plaque. Enfin, je veux dire. Alors, tu as complètement raison. J'étais incapable de rédiger un courrier. Il y avait une certaine Madame Casavant, qui était la patronne de Elle, qui reprenait mes courriers systématiquement en disant c'est même pas du français, etc. Et à cette époque-là, c'est vrai que j'étais très vexé de ne pas être capable de rédiger correctement quelque chose, d'où l'importance
de savoir écrire et parler français. Moi, j'étais très. Mais j'ai été un tellement bon commercial que Lazareff avait dit, moi, et d'ailleurs, il m'appelait pas Abou, il m'appelait Bagou. Et donc, j'ai gardé, grâce à lui, j'ai gardé mon poste jusqu'au jour où j'ai dit, bon, je peux pas gagner de l'argent ici. Parce que le salaire était vraiment ridicule. Mais très vite, j'ai compris qu'il fallait que je crée ma boîte. Et là, je suis parti. Et j'ai créé une société qui s'appelait Promoscaf, qui était une boîte qui a fait de l'affichage dans les cafés. D'accord. J'avais trouvé un texte de loi qui était l'article L142-12, si ma mémoire est bonne, du Code des débits de boissons, qui disait une phrase qui était mal rédigée. L'affichage des alcools 3 et 5 est autorisé dans les cafés. Enfin, c'était pas rédigé comme ça. L'affichage des prix, sous-entendu. Mais il n'y avait pas marqué l'affichage des prix. Donc moi, je suis allé voir 3 professeurs de droit et je leur demandais de me lire ce texte. Ils m'ont fait j'ai été obligé de payer et ils m'ont fait un compte rendu en disant que je pouvais mettre de l'affichage des alcools 3 et 5. C'est important parce qu'à l'époque, on n'avait pas le droit de la publicité des alcools 3 et 5. C'est le whisky, c'est le pastis, c'est les vodkas. Tous ces alcools-là étaient interdits. Et moi, j'avais trouvé cette faille. Et évidemment, Pernod Ricard, tous les groupes du Bonnet, etc. Tout le monde est venu dans mon réseau et j'ai pu monter comme ça pratiquement 22 000 phases d'affichage dans tous les cafés. Ça s'est fait à toute vitesse. Donc, en gros, tu t'es mis à afficher de la pub. Alors, notamment des alcools, que des alcools pas que des alcools, des alcools. Les boissons, toutes les boissons, on a fait tout un tas de choses. Comment tu trouves ce texte? Enfin, je veux dire, t'es pas allé éplucher le code civil ou comment tu te souviens? Alors, d'abord, j'ai commencé par me dire, mais pourquoi est-ce qu'au début, on voulait prendre la publicité sur les flippers? On voulait prendre la une des flippers et dire, on va mettre là, on va mettre Martini, on va mettre Pernod, Bon. Et on n'a pas pu le faire parce que les flippers étaient tenus par les gitans, étaient tenus par ils ne voulaient rien entendre. Donc je me suis dit, je vais quand même pas abandonner mon idée. Et c'est comme ça qu'on s'est mis à rechercher qu'est-ce qu'on pouvait faire dans un café. Et on s'est rendu compte qu'il y a 2 choses qui étaient interdites. C'était de faire de la publicité des alcools du groupe 3 et 5. On s'était rendu compte de ça, on s'est renseigné. J'étais pas tout seul, j'étais qu'un ami qui malheureusement est pas très en forme en ce moment. Mais on s'est rendu compte de ça et on a foncé là-dedans. C'est vrai qu'on n'était pas de bonne foi. Hein. Et donc, pour te poser la question que j'aurais dû poser à Tigran Petrosian, il faut le financer, un business comme ça parce Non, parce que j'ai toujours comme principe qu'une bonne vente, c'est pas de vendre une perle que tu as à quelqu'un qui veut l'acheter, c'est de vendre une perle que tu n'as pas à quelqu'un qui veut pas l'acheter. Ça, c'est une bonne vente. À partir du moment où l'idée était bonne, alors, ça, c'est formidable parce qu'il y a un type qui s'appelait Monsieur Taster, que j'ai jamais oublié. Je suis allé le voir, il était chez Dubonnet-Saint-Zano, avenue Kléber. Je m'en rappelle comme si c'était hier. Et ce monsieur, j'avais monté un panneau, que j'avais monté dans la nuit, que j'avais fabriqué dans une cave. Et ce panneau, il était autour de la rue de Tilsit, et j'avais fait des photos. Je suis allé voir ce monsieur qui était directeur du marketing de Dubonnet-Saint-Zano, et il m'a dit, monsieur, moi, si vous avez des panneaux comme ça, je vous les achète, surtout pour les alcools en question. Et moi, sans aucune gêne, je raconte une connerie monumentale. Je lui dis, oui, j'ai au moins 1500 panneaux. Ah, il me dit, comment ça, vous avez 1500 panneaux? On les a pas encore vus. Je dis, non, mais je suis en train de les installer, j'ai des accords partout. Il me dit, vous avez des accords partout? Je dis, bien sûr. Et là-dessus, il me dit, écoutez, voilà, je vous donne une lettre comme quoi je vous achète les 1500 panneaux à partir du mois de... c'était en juin ou en juillet, je crois, ou en août, je ne me rappelle plus. Et donc, il m'a acheté tous mes panneaux. Évidemment, j'avais que 3 mois devant moi. Tu avais 0 accord? Rien, j'avais rien du tout. Et j'ai couru comme un dingue avec mon associé à l'époque pour trouver les... Et un jour, je vais le voir, et je dis, vous savez, 1000 panneaux, c'est ridicule. Il vaut mieux que vous ayez 2 mois, 500 panneaux chacun, parce que je n'avais pas les moyens, etc. Bon, il m'avait fait une lettre, et puis à la fin, il me dit, écoutez, monsieur Abou, arrêtez de dire des conneries, parce que moi, j'ai tous mes commerciaux qui passent, qui ne les voient pas, vos panneaux, donc j'ai les remonter. Mais il me dit, vous avez une bonne idée, est-ce que vous avez besoin de raconter des cracks? Dites la vérité, simplement. Je dis la vérité, c'est que j'ai pas un rond, et que, voilà, le contrat, je vous le rends parce que je sais pas quoi faire. Je sais pas comment. Il me dit, non. Et là, il m'a aidé. Effectivement, il m'a dit, je vais vous acheter vos panneaux, mais au lieu de parler de 1000 panneaux, parlons de 100 panneaux, et qu'on va vous acheter. Ensuite, vous en aurez 150, 200, et moi, je vais vous soutenir pendant 2 ans. Et ce monsieur, qui était extraordinaire, qui m'a soutenu, il a été pris d'affection, il s'est dit, il se fout un peu de ma gueule, mais son idée est plutôt bonne, il est sympathique. Il n'a pas été idiot. Ouais. Il a dit, je vais quand même... Il nous a accompagnés, et c'est là qu'on est parti... Et lui était content à la fin, en plus. Mieux que ça, c'est qu'après, on a vendu cette boîte à Pernod. Ouais.
Pernod, qui n'a pas su la gérer, nous l'a revendu. Et moi, je l'ai revendu après. Donc, à chaque fois, ça fait des allers-retours qui étaient intéressants. C'est fantastique, ça. Mais de cette société d'affichage, qui était une simple régie, dans laquelle on payait à l'époque, je me souviens, on payait par des casseroles, des machines à presser les légumes, des trucs comme ça. On payait il n'y avait pas question d'argent avec les cafés. Les cafés ne veulent pas faire des calculs sur les pourcentages ou des royalties. Après, ils ont changé. Mais une fois qu'on a fini ça... Donc, c'est-à-dire que tu ne payais pas le café? Non. Tu lui donnais rien? On lui donnait des avantages. D'accord. Des fois, on lui donnait parce qu'on avait des échanges marchandises. Ouais, d'accord. On recevait, nous, des bouteilles qu'on leur donnait. Ok. De la part de ton client, Pernod, qui va te donner... 10 000 bouteilles d'Orangina ou de je ne sais quoi. Et moi, je transférais ça au Eux, ils leur bistrot vendaient, ils margeaient finalement là-dessus. En fait, à l'époque, tu sais, à l'époque, il y avait une ambiance qui était sympa parce que quand on avait 22 ans, 23 ans, il y avait une certaine bonhomie de la part des gens de nous voir nous décarcasser. Les gens, il n'y avait pas ce regard envieux. Ils étaient là en train de dire, mais qu'est-ce qu'il essaye de faire? Je comprends pas. Alors, un autre exemple, une des choses qui m'a rapporté le plus d'argent. Quand j'ai commencé ça, j'ai dit, mais plutôt que de vendre une bouteille, autant vendre 12 bouteilles. Alors, pour te vendre 12 bouteilles, il faut aller dans les hypermarchés. Et là, j'ai créé l'affichage dans les parkings d'hypermarchés. On a démarré ça. On a démarré de l'affichage à l'intérieur des supermarchés. Ça, c'était un truc... Donc, ta grosse spécialité, c'était de vendre sur un point de vente ou de consommation un affichage de gens qui vendaient des choses eux-mêmes. Donc, de l'alcool dans des bars, des gens qui vendent, je sais pas, de la lessive dans un supermarché. Parce que tu es proche de la vente. Ouais. T'es le dernier affichage. T'es proche de la vente, toi qui as fait de la vente, tu sais, de l'affichage, toi qui as fait de la régie, tu sais bien que d'être le dernier à parler, c'est quand même pas... Donc, on avait ces panneaux. Une fois qu'on a fait ça, je me suis dit, merde, ça suffit pas. Et en même temps que je faisais ça, je faisais d'autres choses. C'était pas ma seule boîte. Ah bah oui, bien sûr. Non, ça c'est une des boîtes. C'était une filière, mais après il y avait d'autres boîtes. J'avais une menuiserie à Palaiseau. À cette époque-là, j'avais quoi? J'avais aussi le déménagement qui commençait. Déménageur breton, c'était, non? Beaucoup plus. Il y avait plus que ça. Il y avait presque. C'était Bedel, Gros Piron, les déménageurs bretons, Vallon, Gerfaux, Nortier, Franman, MG. Enfin, toutes ces boîtes-là, on les a rassemblées à l'époque, mais ça se faisait en parallèle. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas qu'une activité. Et une fois que... Mais par exemple, je reprends celle-là, déménageur, t'as commencé avec un camion et t'as acheté un camion et t'as fait du déménagement, t'as racheté une boîte, comment? Non, il s'est passé un truc formidable. À un moment donné, dans mes idées d'affichage, j'ai dit, mais où est-ce qu'on dépense le plus d'argent? Où est-ce que les gens prennent le plus de décisions? Et je me suis rendu compte que c'était les parcs d'exposition. Et j'ai dit, je vais prendre la publicité de tous les parcs d'exposition. Ça n'existait pas à l'époque. Il y avait quelques panneaux par-ci, par-là. Juste pour donner une idée, à la porte de Versailles, à un moment donné, on avait presque 2500 panneaux d'affichage. Mais c'est toujours la même démarche. C'est-à-dire, en fait, j'imagine que la suite, tu vas me dire que tu le vendais aux gens qui allaient exposer dans le parc, non? Mais je le vendais avant de l'installer parce que j'avais pas d'argent à l'époque pour installer. Ouais. Donc le matériel, j'allais chercher un contrat ou une intention de contrat, j'allais voir la banque, je dis voilà, j'ai le contrat, j'ai besoin d'installer du matériel. Ouais. Et à ce moment-là, on me laissait installer le matériel. Alors tout ça, ça se passait avec un petit peu de risque quand même, parce qu'entre le moment du financement, la commande du matériel, l'installation du matériel et la publicité, là, il y avait un petit peu de jonglerie et parfois, on s'est quand même un peu planté parfois. Et une fois que c'était installé, en revanche, c'était une cash machine. Quand on prend le cas de la porte de Versailles, de mémoire, chaque année, ça dégageait presque 10 millions. D'euros? De francs à l'époque. Mais 10 millions de francs. 1,5 million, ouais, à l'époque, ouais, énorme. Et du coup, tous les ans, hein. De marge. Ah, c'était la marge nette. Vache. Et le parc gagnait autant. Et j'occupais pas de surface au sol puisque tout était planté dans le... Aujourd'hui, c'est Decaux qui a repris le contrat, mais cette société que j'ai vendue à l'époque, je sais pas, 270 millions, quelque chose comme ça. Donc à l'époque, on était en francs parce que non seulement je l'ai vendue, mais en plus je l'ai gérée après avec Giraudy. Ça, c'était Billboard, la ensuite, première société que tu as créée. Ah non, c'était pas la première. Enfin, la deuxième. Non, c'est pas parmi les premières. Mais est-ce que c'était la suite des cafés ou Oui, c'était la suite des cafés et des hypermarchés. D'accord. Donc tu as eu café, hypermarché, salon et puis après un peu partout. Café, hypermarché, salon. Et après, une chose qui est très importante, j'ai compris que les 8000 km de voies d'eau en France, personne n'avait jamais posé d'affichage sur ces 8000 km.
Les voies d'eau, J'ai c'est pris les... toutes les voies navigables de France. Okay. Et j'ai été voir tous les ports de France. Il y en a des dizaines à Rouen, à Marseille, à Bordeaux, il y en a partout. Il y a beaucoup de passages sur les voies d'eau. Oui. Les routes, en général, sont au bord de l'eau. D'accord. Regarde les quais. Oui. Regarde les quais, tu vas voir, t'as un monde fou qui passe. Ok, donc c'était pas tant la voie navigable que la route qui t'intéressait. Mais évidemment, j'allais pas mettre ça là où il n'y a personne. Je ne mettais que là où il y a... Mais regarde dans le Rhône, partout où tu passes, tu verras qu'au bord de l'eau, il y a beaucoup de passages. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs les routes sont toujours au bord de l'eau. Il y a beaucoup d'eau, de routes. Et moi, pour être plus facilement inondable. Et donc moi, les panneaux que j'avais avaient une audience beaucoup plus grande que les panneaux moyens. Donc quand les gens m'ont acheté, quand à l'époque Giraudy, qui était la Gardère, m'a acheté ma boîte, quand j'ai calculé l'audience par rapport à ce que rapportait chacun de mes panneaux, c'est d'ailleurs drôle, c'est paru dans la presse, c'est la boîte d'affichage qui a été vendue le plus cher par panneau. En valeur panneau, d'ailleurs, Decaux s'en rappelait encore. Et ça, alors tu étais dans un milieu assez... avec beaucoup de concurrence, parce qu'il y avait Dauphin, il y avait Decaux, il y avait Giraudy, et en fait, en plus, c'est un milieu très lié enfin, où il y a eu des scandales, un peu de corruption, ou de choses comme ça. Enfin, toi, tu t'es jamais mis dans le mobilier urbain comme tout cela ? Ah non, jamais fait de mobilier urbain. La corruption, à l'époque, ça n'existait pas comme ça a existé après. C'est surtout la vente d'affichage qui a été souvent corrompue, parce que les campagnes de publicité qui étaient faites pour des partis politiques, souvent, ou les forains, bon, c'est connu ça. Je veux dire qu'il y a des partis politiques qui ont payé avec de l'argent à l'époque. Mais ça n'existait pas chez Lagardère. Hein. Non, ce que je veux dire, c'est que en effet, c'est souvent aussi que les contrats... Toi, t'es pas allé dans le mobilier urbain. Beaucoup de ces boîtes-là, c'était vraiment ça, le nerf de la guerre. C'est trop cher. Il fallait gagner des grosses... Trop cher, trop de contraintes. Il fallait... Decaux a réussi parce qu'il avait à l'époque la Générale des Eaux avec lui. Il n'aurait jamais réussi s'il n'avait pas la Générale des Eaux qui faisait l'implantation. Pour rappeler le fondamental de ce business, tu me dis si je me trompe, en gros, tu négocies avec la ville de Paris un bail de 13 ans, 15 ans, 17 ans, je sais plus, c'était assez long. Tu parles du mobilier urbain. Tu disais, je vais vous faire tous vos abribus, je vais vous faire tous vos bancs publics, toutes vos poubelles, tout je sais pas quoi. Et en échange, vous me laissez de l'affichage et ça vous coûte 0 et ça me rapporte à moi. C'est ça. Je peux peut-être vous reverser un petit peu éventuellement. Pas loin, mais en fait, l'appel d'offres commençait à être vraiment très très cher. D'ailleurs, quand Decaux démarrait, les grands afficheurs l'ont pas considéré comme un afficheur. Hein. Ils l'ont laissé tranquillement se développer en province. Il est venu à Paris à la fin. Mais Decaux a fait une réussite extraordinaire par sa rigueur, sa propreté. Non, je ne crois pas qu'il y avait de... Non, mais je pensais que c'était un... Toi, tu as revendu cette boîte à quel âge, du coup ? Ça, c'est marrant, parce que ça, c'est une boîte que j'aurais voulu la garder, et je l'ai vendue parce que l'offre qu'on m'a faite était trop importante, et j'ai accepté l'offre. Ça s'est passé en 1987, par là, 88. Donc, en gros, il y a eu la première que tu as racheté, revendu, tu as fait grossir tout ça et tu as revendu le tout. Entre autres, j'ai revendu ça. Après, j'avais des journaux comme Caravaning, Camping Car. Et en parallèle... Le Nouvel Économiste, l'événement du jeudi, Marianne, tout ça, voilà. Donc, dans tous ces journaux, j'ai été ou actionnaire, ou j'ai été contrôleur. Le cas du Nouvel Économie, je l'ai racheté à Dubruy-les-Pélisson. Il y en a certains. Le groupe Accor. Et alors ça, c'est une des choses importantes dont je voulais parler vraiment aujourd'hui avec toi, c'est tu as fondé beaucoup de business, cofondé beaucoup de business. Je crois que Marianne, tu l'as cofondé, non ? J'étais actionnaire. Un actionnaire. D'accord. Mais t'es aussi... Mais j'étais au départ, avec Jean-François Kahn. Mais on a fait partie du premier tour de table. Tu as aussi racheté et développé beaucoup de business que tu n'as pas cofondé, fondé, etc. Moi, c'est un truc que j'ai encore assez peu fait. En l'occurrence, je m'apprête à le faire là pour la première fois. On a vendu quelques business, mais j'ai jamais racheté. Et là-dessus, il y a plusieurs écoles. Il y a des gens qui rachètent des business qui vont mal pour les retourner, ce qu'on va appeler du retournement. Il y a des gens qui me disent, moi, je préfère acheter des business qui vont bien parce que c'est plus dans ma thèse et je veux les développer. C'est quoi ton style là-dessus, toi ? Et pourquoi et comment ça se passe? C'est quoi tes conseils? Moi, j'aurais tendance à dire que une reprise totale ou partielle d'une entreprise bien analysée qui va mal, si on peut, il y a avant d'aller au tribunal, parce que tout le monde pense que la bonne affaire s'achète au tribunal. C'est pas vrai. La reprise, souvent... Alors on verra pourquoi. Parce que quand elle arrive au tribunal, c'est qu'elle a déjà été disséquée par pas mal de monde. Et comme on n'est pas plus intelligent que les autres, il faut savoir que le bout de la route, très souvent, si les gens ne sont pas intervenus avant, c'est qu'il y a une bombe à retardement. Donc, en principe, les meilleurs moments pour acheter une boîte,
c'est quand un grand groupe se sépare de quelque chose. Mmh. Quand un grand groupe se sépare d'une activité, je suis en train d'en négocier une en ce moment, quand un grand groupe se sépare d'une activité, en général, cette activité, je peux malheureusement pas le dire, mais ça aurait été très concret de dire de quoi il s'agit. On en parlera hors Bien sûr, ok. Le grand groupe, quand il se sépare d'une activité parce que c'est plus dans la stratégie, c'est plus dans le truc, là, il y a vraiment un intérêt à regarder ce genre de dossier parce que c'est sain. Sachant que c'est sain, et puis souvent ils peuvent donner un peu de cash avec. C'est-à-dire qu'il y a eu ce cas avec la Tribune, par exemple, il y a quelques années, où quand Bernard Arnault a racheté les Échos, il ne pouvait pas garder les Échos et la Tribune. Il me semble qu'il a refilé à Alain Veil, qu'il a refilé après Valérie Descamps, mais à chaque fois il y avait une transaction avec je te donne du cash en plus. Je ne donnerai pas les noms, mais je les connais tous. En l'occurrence, il n'y a pas besoin d'aller dans la presse. Bosch, par exemple, quand ils ont fermé l'usine de Lyon, oui. Je crois qu'ils ont financé à peu près 80 000 ou 120 000 euros par reprise d'employés. Ils laissaient des bâtiments, ils laissaient tout, c'était les plaques solaires. De la même façon, dans le Nord, alors il y a des groupes comme ça qui sont, on va dire, clean. C'était le cas de Matra, à un moment donné, ils voulaient se séparer d'un certain nombre d'activités. C'est le cas de beaucoup de gens, même dans la presse, on a beaucoup de gens qui disent, bon, ce titre-là, moi je me rappelle que Pariscope, par exemple, personne n'en voulait à un moment donné. Pourtant, c'est un titre. Bon, il a été bouffé par Internet, mais alors moi je pense que le mieux, c'est ça. La deuxième chose, c'est d'avoir une information par une banque ou par les experts comptables que telle ou telle personne veut céder son entreprise ou commence à rencontrer des difficultés, etc. Tant que tout ceci se passe dans un bureau, dans le secret, tant que ça n'est pas public, on peut arriver à faire de bonnes affaires. Dès que ça commence par passer par un mandataire ad hoc, que ça soit par une DCP ou que ce soit une DCP avec liquidation, une DCP avec cession, etc. Tout ça, j'invite tout le monde à faire très attention parce qu'on se croit tous plus forts que le précédent. Il faut faire un peu attention. Mais, quand je dis total ou partiel, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'affaires à laquelle il ne faut pas tout reprendre. Mais il y a parfois des activités, je vais donner un exemple. On a une affaire où il y avait 200 commerciaux qui se trouvaient dans les pays de l'Est. Ces 200 commerciaux, je ne donnerai pas le nom parce que c'est des gens qui travaillent en ce moment, ces 200 commerciaux fonctionnaient merveilleusement bien et représentaient plus de 50% du chiffre d'affaires de la boîte. Mais la boîte n'était pas bien gérée. La boîte était mal gérée, elle avait des mauvais produits, mais malgré tout, récupérer cette force de vente pour l'intégrer dans une activité. Alors, qu'est-ce que nous, on a fait? On a récupéré cette force de vente, on a mis on va dire, tout un planning de choses qu'ils pouvaient vendre, qui ne venaient pas forcément de la même entreprise. À partir du moment où la force de vente constituait elle-même l'entreprise, on pouvait lui donner à vendre aussi bien un foulard Hermès que de lui donner à vendre du lait machin, etc. Et donc, cette force de vente a été utilisée et on l'a revendue après. D'accord. Mais eux-mêmes étaient chacun d'eux une entreprise parce qu'ils avaient des filières, ils avaient les clients. Moi, je te parle de ça il y a 35 ans. C'était laquelle ta première entreprise que tu as reprise ou achetée? J'en ai repris beaucoup. J'en ai repris à Lagardère qui m'a d'ailleurs planté lamentablement parce que là, je me suis fait avoir. Alors, je le dis très honnêtement parce que j'ai racheté, il y avait 180 personnes et il y avait une douzaine de titres. Là, tu les achètes sur fonds propres, tu te fais accompagner, tu as un emprunt. Tu te rappelles ce que tu as dit tout à l'heure? L'emprunt. Avec la dette d'abonnement à servir, ouais. On peut reprendre des affaires. Ça dépend comment tu négocies le truc. La seule chose, je ne m'attendais pas à ce qu'ils fassent ça. Dans le groupe de presse que j'ai repris à Lagardère, je me suis retrouvé avec tous les syndicalistes. Et comme moi je le dis, je suis profondément anti-communiste, donc je le dis, et je me suis retrouvé avec des gens qui m'ont combattu d'un bout à l'autre. Ça a été épouvantable. J'ai perdu beaucoup d'argent. Il y avait Caravaning, Photorevue, Camping Car, enfin il y avait tout un tas de titres de presse qui marchaient bien. Mais avec des gens, il fallait imprimer à tel endroit, il fallait travailler avec un tel, il fallait faire... Donc on n'avait pas cette liberté de pouvoir faire ce qu'on voulait. Donc ce groupe m'a coûté beaucoup d'argent. Mais ça, c'est une reprise que j'ai faite qui n'a pas marché. Il y a des reprises que j'ai faites qui ont très bien marché. Je vais citer un exemple. En affichage, par exemple, on avait une petite entreprise qui était gérée par un monsieur qui n'avait pas compris qu'il avait vendu sa majorité, on va dire, de droit de vote à des Anglais, et lui avait la majorité capitalistique. Mais je crois qu'il n'avait pas bien compris que la majorité des droits de vote, c'était plus important. Oui. Je n'arrivais pas à m'entendre avec lui. J'ai fini par, en une nuit, à racheter les actions de nos amis anglais,
parce que lui, il voulait pas entendre parler de moi. Mais c'était un type qui avait dans sa caisse 5 fois son chiffre d'affaires qui était en traite. À l'époque, il y avait des traites. Donc c'est un avoir, enfin d'accord. Donc il y a un engagement sur X années. À l'époque, on payait 5 années d'avance. D'accord. On posait un panneau et le type te faisait des traites mensuelles. D'accord. C'est des traites mensuelles pour... comme un abonnement presque, quasiment. Voilà. Et là, quand je suis arrivé dans cette boîte, j'ai vu tout ce paquet de traites qui étaient dans des boîtes. Et le type en était très fier d'ailleurs. Il me dit, regardez, ça c'est le capital de la boîte. Et comme il voulait pas me vendre ces 51%, moi je voulais travailler avec lui, mais lui il voulait pas. Moi j'étais dans l'affichage. Je suis allé en Angleterre dans la nuit, j'ai acheté les 51% de droits de vote, et ensuite je l'ai obligé à me vendre à ses parts. Et cette affaire-là, elle a gagné beaucoup d'argent. Et tu l'as acheté avec les traites, c'est ce que tu es en train de me dire. Exactement, 100 mètres d'argent. Il faut quand même convaincre le banquier qu'il y a les traites et que... On n'a pas le droit. Alors, aujourd'hui, il y a prescription, puisqu'il y a plus de 3 ans. En fait, on n'a pas le droit de racheter, je l'ai appris après, on n'a pas le droit de racheter une boîte avec son propre argent. D'accord. Je le dis pour info. Donc, ne faites pas exactement ce qu'a fait Jacob là-dessus. Non. Moi, comme je dis toujours, les règles, c'est fait pour s'asseoir dessus ou passer en dessous. D'accord. Non, je ne respecte jamais les règles. Mais ce qui est intéressant... Un patron, c'est fait pour prendre des risques. Oui. Ce qui est intéressant, c'est que dans tout ce que tu dis, tu me disais que tu connaissais pas la Silicon Valley, mais on est vraiment dans l'état de l'art de tout ce qu'on apprend. Je pourrais te ressortir des choses dont on parle ici, mais le fake it until you make it, tout à l'heure, tu es vraiment exactement là-dedans sur pas mal de tes projets. L'idée, c'est de dire, quand tu dis à un type, j'ai 1500 panneaux et que tu n'en as pas un seul, tu es vraiment dans cette approche. Ah oui, tu lui vends un truc. Et puis j'ai vendu des trucs que je n'avais pas, ça m'intéressait souvent. Mais il faut faire confiance aux gens. Il faut faire confiance aux gens. Bien sûr, il faut faire confiance à... Quand je dis qu'il faut... Qu'est-ce que je peux dire, moi ? La différence qu'il y a entre un type qui est formé et un gars qui n'est pas formé, je vais te la donner, moi. Un type qui est formé, qui a tout un tas de diplômes, que maintenant j'ai, il fait quoi ? Il dit, voilà, je vais voir un tel, je vais lui dire ça, il va me dire ça, je vais arriver avec mon truc, et voilà ce que je veux, voilà à quelle heure je vais le voir, etc. Bon, c'est formidable, et le gars sait à peu près avec quoi il aimerait ressortir. Quelqu'un qui n'est pas formé, il sait pas qui il va voir, il sait pas quand il va le voir, mais il sait avec quoi il va partir. Tu vois ce que je veux dire ? Donc il faut pas... Quand on est trop programmé, on laisse pas assez de temps à l'initiative, à la créativité, etc. Tu as vraiment tiré profit de ton côté très autodidacte, et c'est pour toi une vraie force. Ouais. Maintenant, je l'analyse comme une force, mais à l'époque, c'était un complexe. Oui. Quand j'étais face à des gens qui ont des gros diplômes, des machins, à chaque fois, je me dis, il doit savoir plus de choses que moi. Et donc, alors, c'est complètement con, parce qu'on confond souvent la mémoire et l'intelligence. On confond. Ça sert à rien d'apprendre des tas de choses si on ne sait pas les mettre en route. Sachant que maintenant, tu es prof à HEC en plus, et que tu disais, tu as passé des diplômes, du coup, par la suite ? On va dire que... oui. On va dire que oui, parce que je sais, on était obligé à l'époque avec Robert Papin, on était obligé de passer un certain nombre une formation, on va dire. Certification. Voilà, des certifications. On pouvait pas faire n'importe quoi. Mais aujourd'hui, c'est un peu différent parce qu'il y a plus d'élèves, c'est un peu plus compliqué, mais à l'époque, oui. Et donc, tu as bossé, pour revenir dans tout ça, vendu, bossé, créé pas mal d'entreprises. On parle d'une centaine de boîtes, au total, presque entre 50 et 100, tu me disais tout à l'heure. Alors, c'est marrant parce que ça, ce sont les élèves d'HEC un jour qui avaient essayé de refaire mon parcours. Et moi, je les ai oubliés, toutes ces boîtes. Oui. J'ai pas souvenir. Et eux m'ont dit, on s'est arrêté à 100. Voilà. Donc, quand j'ai été parrain d'HEC, ils m'ont dit, voilà, on est à 100, on a dit, on arrête. Voilà. Alors là-dedans, il faut pas se leurrer. Hein. Il y a des sociétés qui sont filiales 2, filiales 2, filiales 2. Donc, d'accord. Faut pas non plus dire que c'est des sociétés totalement indépendantes. Parce que, regarde là, par exemple, en ce moment, il y a 6 sous-sociétés qui dépendent d'une holding. Mais 6 sociétés qui font des choses différentes. D'accord. Mais elles sont gérées en même temps. Donc, il faut pas non plus penser... Alors, il y a eu des usines, il y a eu des poids lourds. On avait 2000 poids lourds à un moment donné. Donc, il faut quand même que tout ça, à un moment donné, comment dirais-je, on arrive à gérer. Mais c'est pas évident, hein, c'est pas évident. Et tu dois être bien entouré, j'imagine, parce que c'est pas toi qui gères tout. C'est le plus important. Ce que je dis toujours, dans une journée, on ne peut travailler qu'avec 10 personnes. Qu'on ait 1000 personnes, qu'on ait 10 000 personnes, qu'on ait 500 personnes, on ne peut travailler qu'avec 10 personnes. Ces 10 personnes-là, il faut pas se tromper. Parce qu'une heure par jour avec quelqu'un, c'est bien. Mais en dessous, c'est moins bien. Donc ça veut dire que tu dis dans une journée, mais dans l'absolu, si tu manages un certain nombre de personnes, il faut essayer de limiter à 10. Dans une approche un peu verticale. Et je conseille à chacun de ne pas travailler avec plus de 10.
D'accord. Mais de bien choisir ses 10 en question. Parce que le côté pyramidal, c'est sympathique quand la personne en bas a une responsabilité. Parce que moi, à un moment donné, je croyais que je pouvais tout faire. C'est faux. C'est faux. Il y a beaucoup de choses qu'on fait mal quand on veut aller trop vite aussi. Donc il faut faire un peu attention. Et déléguer, faire confiance, c'est important. C'est hyper intéressant tout ça parce que, donc je reviens sur ce qu'on disait juste avant, tu donnes des choses très pratiques de ce que tu as tiré de ton expérience et j'ai l'impression aussi que ce côté très autodidacte, alors moi je me plains dans un épisode récent auprès d'un entrepreneur, celui juste avant d'ailleurs, hein, normalement je vais sortir juste avant mais que j'ai pas encore sorti à l'heure où on se parle, qui s'appelle Maxime Wagner et qui a créé Captain Contrat et qui est Maxime comment Wagner et qui a créé Captain Contrat donc et qui est lui un central et sec. Et puis auparavant, j'ai un Tunisien incroyable, Mehdi Kamiri, qui a monté le plus gros opérateur Internet en Tunisie, qui est parti de rien, mais qui est passé par Polytechnique en France. Et puis j'ai eu Fabrice Grinda, qui était numéro 1 Princeton, et puis etc. Et puis à un moment, je me suis dit, attends, je veux pas, dans ce podcast, mettre en avant uniquement les parcours d'excellence. On peut faire des choses incroyables avec juste un bagou, avec juste et avec beaucoup de foi. Il faut y croire, il faut y croire. J'ai un truc qui me revient à l'esprit. Carlos Ghosn, un jour, explique en disant voilà, quand on a trouvé un problème, c'est formidable. Quand on a une idée, c'est formidable. Quand on a analysé l'idée, c'est très très bien. Quand on a compris comment on va faire pour faire cette idée, le plus difficile, il dit toujours, 95%, c'est comment je fais. Comment je me débrouille, comment je réussis à avancer. Parce que très souvent, les gens, comme tu l'as dit au début, pensent que s'ils avaient de l'argent. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. On trouve des tas de solutions. Je vais te donner un exemple. Des jeunes, pas des jeunes, ils sont pas jeunes, ils ont près de 50 ans, mais c'est des jeunes entrepreneurs qui ont créé 3 boîtes, sont venus me voir il y a 2 jours. Ils m'ont présenté un modèle d'entreprise. Ce modèle d'entreprise, ils étaient en train de lever de l'argent, ils venaient me voir pour ça. Je leur ai dit, vous êtes complètement fous. Vous allez perdre votre capital à lever de l'argent en permanence. Et moi, ce que je veux, c'est rentrer dans le coup, mais on n'aura pas besoin du capital. Et il y a des gens très importants dans le capital de cette boîte. Je donnerai les noms si on m'y autorise. Mais ce que je peux te dire, c'est que je leur ai dit, voilà, votre idée de lever de l'argent pour fabriquer et mettre en place et revendre, c'est ridicule. Et je leur ai démontré en 48 heures que je pouvais faire financer par les gens qui allaient utiliser le matériel, faire financer le matériel, nous l'installerons, et nous, pendant 6 ans, on le gère, et ensuite, nous, on refera l'investissement si c'est nécessaire pour le cas du... Mais le premier investissement, c'est notre partenaire. C'est pour ça que je ne crois pas tout ce qu'on me parle de lever de l'argent, d'avoir des tas d'endroits où on emprunte avec des garanties, les investisseurs en haut, les mezzanines, pas les mezzanines. Moi, je dis que les levées d'argent aujourd'hui doivent se faire avec les partenaires qu'on a en face de nous. On leur rend un service, on leur vend quelque chose. Exactement, il faut qu'ils acceptent de payer. Parce que si tu vas chercher du crédit bail pour installer quelque chose, quelque part, tu es endetté avec ces gens-là. Ou si tu vas chercher une mezzanine pour te financer, tu vas encore avoir des... Qu'est-ce que tu appelles une mezzanine ? Dans les levées d'argent, il y a souvent ce qu'on appelle des sommes qui viennent des investisseurs institutionnels. Il y a les investisseurs qu'on va appeler un peu risqués, qui mettent un peu d'argent en capital et qui avancent l'argent en mezzanine. Ça veut dire que c'est un prêt qui doit être relevé ensuite par les... D'accord, oui, tout à fait. C'est un mode de financement. Oui, très bien. Mode de financement. Ce qui a un nom en anglais, ça va me revenir, mais je vois très bien. Mais tous ces gens-là, à qui je ne dénie pas un rôle qui a pu être important, pour un entrepreneur qui veut démarrer seul ou qui veut démarrer sa propre... C'est bien, mais ils sont dangereux. J'ai été dans Price Minister, j'ai été dans pas mal de boîtes qui ont été faites de cette façon-là. Mais en fin de compte, qu'est-ce qui reste à la sortie ? Quel est le blé que tu mets au grenier ? Moi, ce que je constate, c'est que les types ont couru pendant 10 ans, 12 ans, 13 ans, qu'ils ont vendu. Le pognon, c'est pas eux qui l'ont pris. Sachant que souvent, en plus, je pense que pour être totalement transparent, quand tu as 18, 20 ans, 22 ans, que tu es autodidacte, que tu sais pas écrire une lettre ou enfin voilà. Ça, c'est un gros problème. Un fonds d'investissement, il te prête pas d'argent. Et donc, finalement, ce qui est intéressant, c'est que dans toutes ces peut-être défauts que tu avais, ou c'est pas ces défauts, c'est lacunes peut-être, ou des choses comme ça, finalement tu as réussi à trouver, à contourner le problème, mais ce que tu dis en ce moment, et je trouve ça hyper intéressant, c'est que la seule voie n'est pas, sûrement pas de lever de l'argent. Sûrement pas. Et on peut toujours aller voir. Écoute,
J'ai sorti quelqu'un je le laisserai lui parler, je te conseillerais d'aller le voir. Il a réussi, maintenant il a une grosse entreprise, il a construit sa maison en Belgique, enfin bon. Il saura de qui je parle quand il entendra. Il a fait ça. Il a voulu reprendre une boîte à sa famille. Bon, il a levé de l'argent, mais il a jamais été aussi emmerdé que par les obligations. C'est pas de la faute des fonds ou de la faute des gens qui prêtent l'argent, c'est qu'ils ont des obligations. Alors, passer sa vie à remplir des tableurs au lieu de s'occuper des clients, il vaut mieux aller chercher l'argent chez le client. Ouais, je suis d'accord. Qu'est-ce que t'en as à foutre d'aller prendre de l'argent chez quelqu'un? Faire du reporting, ouais. Et tu passes ta vie après à payer une dette, à payer un truc, un machin, et en plus, eux veulent avoir, quand ils ont mis 100 000, ils veulent avoir les 400 000 de résultat parce que les 400 000 leur permettent... T'as un certain confort aussi, c'est-à-dire qu'une fois que t'as levé, tu peux te payer un peu plus, tu peux, j'imagine, enfin c'est peut-être... mais l'argent le moins cher, c'est celui du client. tu t'es déjà retrouvé en... Parce que j'ai l'impression que c'est quand même vraiment les montagnes russes, ta vie d'entrepreneur. Tu t'es déjà retrouvé en banqueroute? Bien sûr. J'ai déposé 2 bilans, oui. Ça m'est arrivé, bien sûr. Mais et du coup, personnellement, t'avais quand même réussi à mettre de côté suffisamment, t'étais pas en... Ah non, j'ai jamais été... Pour ça, il faut faire une faute. J'ai jamais fait de faute qui fasse qu'à un moment donné, j'ai eu une condamnation quelconque. Quand un client te paie pas... Je voulais dire juste, t'es pas all-in sur un business, quoi. Je donne jamais ma caution. D'accord. Je l'ai fait une fois, je le referai jamais. Jamais personne n'obtiendra ma caution. D'accord. Ni ma caution, ni de garantie, ni rien. Si j'ai pas l'argent pour le faire, je le fais pas. D'accord. Mais je ne donne pas ma caution. Et j'interdis toutes les personnes que je rencontre, je leur dis, si vous donnez votre caution, c'est que vous n'êtes pas assez intelligent pour trouver d'autres solutions. Et ça, alors là, s'il y a une chose que j'interdis à chaque fois que je vois quelqu'un me dire, oui, mais je suis obligé, il m'a demandé ma caution. Voilà. Il y a un autre truc qui me fascine dans ton parcours, c'est le côté... non, c'est vrai, parce que donc moi, ça fait 15 ans que j'entreprends à peu près. J'ai quand même créé une petite quinzaine ou quelque chose comme ça. Donc, il va falloir que je cours si je veux te rattraper de structure. Mais par moment... à part quelques exceptions, en comparaison, j'ai l'impression un peu de bricoler. Toi, j'ai l'impression que t'as jamais trop bricolé. T'as toujours été sur des trucs assez gros quand même, quoi. Moi, je crois que c'est aussi facile de faire des choses importantes que des petites choses. Avec 24 heures dans une journée. Oui, bien sûr. Si tu sais, prends-toi pour un grand violoniste et tu le deviendras. Hein. Si tu ne te crois pas grand violoniste, fais comme si tu l'étais. À un moment, tu vas le devenir. Non, je suis d'accord. Et du moins, tu le feras croire aux gens. Et c'est ça le plus important. Moi, je ne crois pas qu'il faille... Enfin, des fois, il y a des petites choses rapides, je vais te dire quelque chose. Il y a des petites choses rapides qui m'ont rapporté beaucoup d'argent. Ouais. J'ai racheté les annuaires Soleil au tribunal. D'accord. Je me rappelle, j'ai acheté ça à 170 000 francs à l'époque. Très peu. En 9 mois, ça m'a rapporté 70 millions. En fait, c'est ça qui est bon chez toi, c'est que tu dis tout à l'heure qu'il ne faut pas racheter au tribunal, et puis là, tu nous racontes... Ah, mais attends. Là, pardon. Là, il faut préciser. En fait, les actionnaires, avant de déposer, étaient venus me voir. C'est pas un reproche, c'est justement... Il faut toujours... Je dis qu'il faut acheter au tribunal, ça dépend dans quelles circonstances. J'ai pas dit qu'il fallait toujours acheter au tribunal. D'accord. Là, en l'occurrence, la boîte, je la connaissais par cœur. Parce que j'étais supposé prendre 25%. Dans cette boîte, il y avait Total, Bouygues et Apax. D'accord. Oui. C'est des gros groupes. Ouais. Donc, on peut considérer que ce qu'ils ont fait a dû être fait proprement, les logiciels, les investissements et tout. Donc, quand je suis allé au tribunal, je la connaissais, la boîte, puisque j'étais supposé prendre 25%. D'accord. J'ai pas pris les 25% parce qu'ils n'ont pas voulu me donner de garantie de passif. D'accord. Comme ils me garantissaient pas le passif, j'ai dit... Une garantie de passif, c'était être sûr que la boîte ne soit pas endettée à mort. C'est très compliqué. Si tu veux qu'on en parle, je peux t'expliquer ça, je connais ça par cœur. Si tu veux qu'on en parle, je voulais l'expliquer dans les grandes lignes pour nos auditeurs. Mais voilà. Alors, pas confondre une garantie de passif et une garantie d'actif. Et ne jamais signer les deux en même temps. Enfin, on peut expliquer ça très... La garantie de passif, c'est très dangereux et très risqué. Quand on a des comptes qui sont clean, propres et tout, il faut quand même faire attention à limiter les garanties de passifs à la garantie, on va dire, fiscale ou sociale, mais pas prendre des garanties sur les actifs, par exemple, parce que une garantie sur un actif, ça veut dire que le nom de ta boîte, si on dit qu'il vaut 10 millions, comment tu peux le prouver? C'est pas possible. C'est pas possible, tu t'appelles pas Coca-Cola. Donc c'est très difficile. Donc c'est des choses qu'il faut aborder avec beaucoup de délicatesse. C'est bien accompagné. Donc quand ils n'ont pas voulu, j'ai attendu qu'ils aillent au tribunal. Quand ils étaient au tribunal, en 48 heures, j'avais racheté la boîte parce qu'il n'y avait personne d'autre. D'accord. Et ça, t'as fait une super affaire derrière. Donc... J'ai acheté, je crois que c'est 1,7 million. J'ai revendu 70 millions 9 mois après. D'accord. C'est pas compliqué, hein, c'est pas... Mais comment tu la passes de la barre à 70 millions de valo? C'est juste que tu trouves les bons clients pour la reprendre, tu fais la bonne strat, comment on valorise autant?
Je pense que... J'achète jamais une boîte si je ne sais pas à qui je l'ai déjà vendue. Une boîte dans laquelle je rentre, c'est que je connais déjà mon acheteur futur. La préparation de mes comptes, la préparation de mes bilans sera exactement conforme à ce que l'acheteur futur fera. Et tu t'y attaches à tes boîtes? Non, aux gens, les boîtes, non, mais aux gens, oui. D'accord. Non, les boîtes, non, mais il y a eu des gens, quand ils sont partis, j'ai eu beaucoup de peine. Et un chèque, ça remplace pas ça. L'activité, la vitesse, la vie de la boîte, non. Je suis d'accord. On s'attache à ça. On s'attache pas à... Moi, je vois pas à quelle boîte je serais attaché. Là, je rachète un groupe de presse que j'ai vendu. Est-ce que je suis attaché? Oui, parce que je l'ai fondé. Non, je crois pas qu'il faille s'attacher aux boîtes. Moi, mon boulot, je suis pas assez compétent pour gérer des boîtes dans le calme. Parce que faire décoller une boîte et gérer une boîte, c'est pas les mêmes personnes. Moi, je suis plus fait pour faire décoller une boîte. D'accord. Et ouais. Voilà, on a été coupé 2 minutes, Jacob, pour reprendre et finaliser tout ce qu'on se disait. Donc, sur tout ce parcours, si déjà, une première question, tu avais l'occasion de voir Jacob, mettons à 22 ans, ou quand tu sors de Publicis et que tu pouvais lui donner un conseil, tu lui donnerais quoi comme conseil? Continue de courir. Et alors ça, c'est marrant parce que c'était ma prochaine question, mais pourquoi tu cours? Je crois que je tombe si je m'arrête. Donc j'ai besoin de courir, je ne peux pas rester arrêté, c'est impossible. Je crois qu'on a 2 jambes, c'est fait pour avancer. Moi, je ne crois pas que les choses se fassent en étant arrêté, je crois que les choses se font en bougeant tout le temps. Un tableau, je veux le voir en bougeant. Une voiture, ça doit... Voilà, j'ai besoin que ça bouge. Voilà. Et si on arrête de pédaler, on se casse la gueule. Voilà. C'est comme ça que je vois les choses. Ouais. Et en même temps, c'est peut-être parce qu'il y a une certaine fragilité aussi, qu'on a besoin de se prouver quelque chose, qu'on veut se lancer des défis. Mais si j'avais un conseil à donner, j'ai de prendre des risques. Des risques. Il faut prendre des risques. Et là, du coup, tu es toujours à fond. Je sais même pas quel âge tu as, mais voilà, je te vois lever plus que moi. 75. Et il y a un moment où il faut arrêter. Je veux dire. Oui, dans la tombe. Dans la tombe, ouais. Pourquoi tu veux arrêter? Je sais pas, je pose la question. On n'a pas dit quand on démarre, on n'a pas dit quand on sort, hein, je sais pas. Non, tu as l'air de toujours bien te démerder, surtout tu as l'air de t'éclater, donc il y a pas de raison. Et comme je dis, la bonne santé, pourquoi faire? Ouais. Les gens qui courent après la bonne santé, d'accord, une fois que tu l'as, tu fais quoi avec? Si c'est pour faire du golf, moi quand je vois 4 palmiers, j'ai envie de les vendre. J'ai pas envie de les regarder. Je suis pas bucolique du tout. Je suis quand je vais sur une plage, je me pose toujours la question, qu'est-ce que je peux faire pour attraper ou vendre le sable à quelqu'un? J'en sais rien. Mais une chose est sûre, c'est que c'est une vraie passion. Et je crois que entreprendre, c'est un sacerdoce. Je suis complètement d'accord. On n'a pas beaucoup parlé de tous les coups durs, les temps durs, enfin, si, des échecs, quelque chose, petites choses comme ça. Mais qu'est-ce qu'on se retrouve tout seul souvent. Hein. Ouais. Et puis potentiellement, des mois où tu te payes pas, des mois où c'est compliqué. Le nombre de fois où ma femme ne savait pas si je paierais elle ne savait pas d'ailleurs que je pouvais pas payer le loyer 48 heures avant. Mais c'est ça qui est agréable. Ouais. C'est ça qui est formidable. C'est cette espèce de risque permanent. Moi, je crois pas qu'il faille... Il y a rien de plus horrible que la sécurité. Il n'y a rien de plus horrible que le confort. Moi, je dis toujours aux gens, tiens, voilà, si j'ai un conseil à donner à quelqu'un, mets-toi en fragilité parce que c'est là que tu verras tes amis. Voilà, c'est la fragilité qui fera de toi quelqu'un. Mais sûrement pas quand on est fort. La certitude, moi, j'aime bien les gens qui doutent. J'aime bien les gens qui se mettent en question, pas les gens qui sont sûrs d'eux. Je supporte pas le type qui vient en te disant, voilà, ma vérité, c'est celle-là. Pas du tout. Voilà. Ma vérité, elle est valable une seconde. La seconde suivante, c'est pas la même vérité. Et donc, en parlant 2 secondes sur tes actus aujourd'hui et les business dans lesquels tu es, parce qu'il faut quand même qu'on en parle et peut-être que les gens peuvent les utiliser d'une manière ou d'une autre. Est-ce que tu peux me raconter en quelques minutes des business, où est-ce qu'on peut les trouver, les trottinettes que je reprends là? Ouais, ou les trottinettes dont tu me parlais, les sites internet. Alors, le site internet, tu peux aller sur Autorigine. Ouais. On a racheté les 48 millions de cartes grises. D'accord. On va dire un organisme qui s'appelle les 3A. On exploite ces 48 millions avec l'historique de chaque voiture.
On est capable de dire dans très peu de temps si cette voiture a été accidentée, si elle a été volée, si elle vient de l'étranger, si cette voiture a bien le nombre de kilomètres qu'elle indique. Donc tout ça, on est en train de ramasser toutes ces données. Aujourd'hui, on a tout l'historique des voitures. Si tu me donnes ton numéro d'immatriculation de ta voiture, je te dis déjà beaucoup de choses dessus. D'accord. Ça, c'est une première chose. Il y a ID Ménager dont j'ai parlé, dans laquelle on est actionnaire. Il y a des sociétés qui vont un peu moins bien, comme une boîte qui a été montée par des élèves d'HEC dans laquelle je suis actionnaire, qui est Modaliste, qui est une entreprise qui vend des vêtements d'occasion. On a des garde-meubles dans lesquels... Ah oui, beaucoup de garde-meubles. Bon business. Hein. Très bon business, et on est en train de le développer d'une certaine façon. Et tout ça, c'est passionnant. On n'aurait pas pu passer 1 heure sur les garde-meubles, je le sais. On n'a pas parlé de Dekra que tu as fondé. On n'a pas parlé du journal de l'auto. Voilà, on est quand même dans un bureau où derrière moi j'ai une Formule 1 Renault accrochée au mur. Donc je la mettrai en photo, mais voilà, c'est juste. On pourrait parler de tout ça, mais c'est vrai que une des boîtes dont je suis le plus fier, parce que je pense que celle-là, elle a contribué à améliorer la situation en France de l'automobile, de la sécurité, c'est le contrôle technique. Parce que quand j'ai créé ça, franchement, personne n'y croyait. Et ça, c'est gigantesque comme business. C'est un business en centaines de millions d'euros. Ouais. Et c'est des franchisés ? Ils font 2 milliards. 2 milliards. Oui, il y a eu beaucoup de franchisés, mais au départ, on était en propre. On avait c'est le café. Donc on était en propre. Donc quand on a créé, d'ailleurs le directeur général qui est à côté, était le directeur général, est passé président de Veritas. D'accord. Parce quand on a créé les réseaux, j'ai vendu. D'ailleurs, tiens, c'est marrant parce que c'est une des boîtes qui m'a le moins rapporté par rapport aux difficultés. Dekra. Ouais. Oui. Curieusement, c'est pas la boîte mais c'est la boîte dont je suis très fier avec le journal automobile. Mais j'ai malheureusement pas en tête toutes les boîtes qu'on a créées et revendues, mais il y en a beaucoup. Beaucoup dans beaucoup de domaines. Dans la presse, qu'est-ce que j'ai pu faire encore ? On avait des agences de ouvriage, on avait plein de choses. Et tu vas en créer encore beaucoup. J'espère bien. L'instinct de l'entrepreneur dans le sang. C'est vraiment, je crois qu'on... Là, il y a quelqu'un qui m'attend, qui s'appelle Pierre Bozomi, qui est un patron de presse. Et il m'a dit, Jacob, c'est à toi que je dois l'envie d'avoir créé des entreprises. Je suis très fier de ça. Moi, ce qui me rend le plus fier, c'est de voir tous mes élèves réussir. Écoute, c'est ça la vraie entreprise. J'espère que tous les gens qui écoutent ce podcast auront toutes ces envies. On peut t'ajouter quelque part sur LinkedIn, où est-ce qu'on te contacte, par quel biais ? LinkedIn, ok. Jacob Abou, A-B-O-U. Voilà. Et puis, je te remercie infiniment pour ton temps. C'est moi qui te remercie. Bon, j'espère que ça servira à quelqu'un. Je suis sûr que ça servira à quelqu'un. Et voilà, j'étais vraiment impressionné par tout ça. À tous ceux qui écoutent le podcast, je vous remercie de bien vouloir le partager, le noter sur iTunes. Et puis, évidemment, vous abonner sur Apple Podcast ou sur... Voilà, s'ils veulent me joindre, c'est par toi. Et puis par moi, oui, n'hésitez pas, ma2t@causavostra.com. Et puis voilà, je vous envoie, je t'enverrai toutes les demandes éventuellement. À bientôt, Jacob. Bientôt, merci Mathieu. Salut. Merci d'avoir écouté Génération Do It Yourself. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur iTunes ou SoundCloud, à le noter et à en parler autour de vous. Vous pouvez également me retrouver sur Facebook ou LinkedIn en tapant Génération Do It Yourself ou Mathieu Stéphanie. Merci à Cosa Vostra pour la production de ce podcast. L'habillage musical est issu du morceau Night Owl de l'artiste Broke for Free.